Alors, qui est là? Qui est sur ce plateau? Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. C'est un peu comme à la Sécurité sociale. Je vais vous demander votre profession. Je suis dessinateur. Votre situation familiale. J'ai 4 chats. Votre obsession dans la vie. Dessiner. Et votre devise. Ah, dès qu'un type se croit différent des autres, c'est que c'est un idiot. Votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Johan Sfar. Vous venez me rejoindre, Johan Sfar. Merci. Venez me rejoindre, vous êtes auteur de bandes dessinées, illustrateur, romancier, réalisateur, 150 bandes dessinées à votre actif. Le chat du rabbin a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Bonjour. Bonjour. Ouais. Merci de votre accueil. On ne se connaît pas. Non. On ne se connaît pas, on va se découvrir peu à peu, on a 1 heure pour cela. Vous savez, dans l'émission, nous, on adore faire des surprises. Bon, ça vous va, ça? Ça me va très Alors, bien. il y a, voilà, vous allez être peut-être ému tout à l'heure. Attendez-vous à tout. Les téléspectateurs sont complices avec nous, ils savent de quoi il s'agit. Je ne vous en dis pas plus. Est-ce que vous êtes meilleur à l'écrit ou à l'oral? Ça, je ne sais pas du tout. Je suis meilleur au dessin. Ça, c'est une certitude. Après, je baragouine beaucoup et ça devient plus sérieux quand j'écris. Bon, qu'est-ce qui est essentiel de savoir quand on s'intéresse à vous? Je mens énormément. Non, mais ça commence fort. Bah, un menteur qui vous dit qu'il ment, c'est un type un peu sincère quand même. Oui. Vous pensez que vous allez mentir tout du long, là? Pas du tout. Je vais faire de mon mieux pour que vous soyez satisfaite du moment qu'on passe ensemble. Oui, pour qu'un jour ça se reproduise. Vous êtes né à Nice, Oui. ça tout le monde le sait, d'une famille juive séfarade algérienne du côté de votre père, de l'autre côté juif askénaze ukrainienne du côté de votre mère, donc un joli mélange. Qu'est-ce qui l'emporte en vous? Un goût du picaresque, du romanesque, une manière de raconter des histoires et peut-être une fascination sans borne pour les institutions françaises. Je sais ce que ma famille doit à la France et j'aimerais bien que cette manière qu'a la France d'être accueillante et généreuse perdure. Vous êtes un patriote? Je suis vraiment un patriote, oui. Je ne suis pas un nationaliste, je suis quelqu'un qui pense que la France, ce n'est pas une race, ce n'est pas du sang, c'est un territoire et charge à nous de le rendre le plus paisible possible. Vous, très jeune, vous aviez 3 ans, vous avez connu une tragédie, vous avez perdu votre mère et vous l'avez appris très tardivement, enfin quelques années plus tard. Ce déni vous a pesé? Ah, c'est pas du déni, c'était un mensonge des grandes personnes qui m'ont raconté qu'elle était partie en voyage. Avec le recul, je leur suis très reconnaissant parce que grâce à eux, j'ai appris à mentir, j'ai appris à raconter des histoires et j'en ai fait une profession de raconter des histoires. Maintenant, c'était compliqué parce que quand ce genre de choses arrive, on se sent coupable. On se sent coupable de n'avoir pas su, de n'avoir pas deviné, ou même on se dit mais merde, pourquoi elle n'est pas là, c'est moi qui ai fait quelque chose de mal ou quoi. Donc à mon avis, ça crée assez de sentiments pour écrire et dessiner toute une vie. Vous la remerciez presque. Non, mais je pense que toutes les histoires sont singulières et l'écriture et le dessin permettent de transmettre des émotions aux autres, donc tant mieux si j'ai eu beaucoup d'émotions. Quelle image vous avez d'elle? J'ai trop d'images parce qu'elle a été beaucoup photographiée, elle était starlette, donc il y avait beaucoup de photos d'elle et je ne sais pas si ce sont des souvenirs ou des images que j'ai reconstruites ou que j'ai vues après. Notamment, elle chantait. Si tous les hommes étaient français, si tous les hommes étaient français, je vivrais d'amour et chacun leur tour, ils seraient tous mes fiancés. Si tous les hommes étaient français, C'est Lilou. si tous les Lilou, hommes étaient c'était son français, nom de scène. Ouais. En fait, elle a été Mademoiselle Âge tendre. Voilà. Elle a fait deux succès. Hein. C'est votre père qui a écrit les paroles? C'est mon père qui écrivait les musiques. Mon père était pianiste. Elle avait fait des études brillantes de pharmacie. Elle était championne de natation. Enfin, c'est la personne la plus joyeuse du monde. Et c'est pour ça que le décès a été vécu aussi cruellement. Pas seulement pour moi, mais même dans toute la ville de Nice. Parce que mon père était un notable. Il était très en vue. Et son épouse Vous êtes de la politique? était très impliqué dans la politique locale. C'était un ennemi historique de Jacques Médecin. Ils se sont rabibochés après, jusqu'à ce que Médecin tombe amoureux de Jean-Marie Le Pen. Et là, mon père est parti. Mais si vous voulez, ma maman était perçue un peu comme la petite princesse au milieu de ça. Et j'ai passé toute mon enfance à entendre que je lui ressemblais, qu'on pensait à elle, que ceci, que cela. Et je dois dire que c'était un peu pesant au bout d'un moment. Et malgré moi, j'ai beaucoup idéalisé cette mère qui n'était qu'une très jeune fille. En fait, elle est décédée à 26 ans, j'ai 45 ans maintenant. Je pourrais presque être le père de cette mère qui a disparu. Donc tout ça, c'est presque un conte de fées quand je m'en souviens. Est-ce que son décès, sa mort, sa disparition a eu un impact en fait sur votre vie amoureuse? Est-ce que vous avez toujours été en recherche
d'une femme maternante, protectrice? Maternante, certainement pas. J'ai jamais cherché ma mère dans des histoires d'amour. En revanche, dès l'école maternelle, j'expliquais très gravement à des petites filles qu'on devait vivre quelque chose de déterminant ensemble. Et je crois qu'elles ne comprenaient pas bien ce que je voulais dire. Vous avez été entouré ensuite plutôt de figures masculines? Les deux, il y a beaucoup de femmes dans ma famille qui sont adorables des deux côtés, mais il y avait des bonhommes. Il y avait mon père qui était un macho méditerranéen flamboyant. Très séducteur, dandy. Voilà, un peu brutal quand même, mais un peu Sacha Distel, mais qui joue des points. Et de l'autre côté, mon grand-père maternel qui parlait 10 langues, qui était provoquant, qui était marrant, qui était beaucoup plus retors. Et ces deux mâles qui étaient dominants, mais qui ne s'adoraient pas. Ils s'admiraient, mais enfin, ça clashait quand même assez souvent. Et moi, j'étais un enjeu. Mon grand-père avait perdu sa fille unique, donc il mettait toute son énergie sur ce que j'allais devenir. Et mon père avait une idée assez précise de ce que je devais devenir, et ce n'était pas exactement le même projet. Quelle était la place de la religion dans votre famille? C'est paradoxal. Je viens d'une famille du côté maghrébin très tendre, très douce, mais avec des traditions. Mais la plupart des gens de ma famille ont toujours vécu ça avec beaucoup de douceur. Ce n'est pas le cas de mon père. Quand ma mère est décédée, mon père a décidé de devenir religieux doloriste. C'est-à-dire que tout d'un coup, il fallait tout faire, mais ça ne lui procurait pas de plaisir. C'était une obligation, c'était un truc. C'était pas très drôle. Moi, j'aimais mieux la religion de ma grand-mère paternelle, pour qui il fallait se réunir et manger et rigoler, et elle dédramatisait un peu tout ça. À l'inverse, dans ma famille maternelle, comme ils avaient subi le génocide, ils avaient beaucoup de défiance vis-à-vis de la religion. C'est-à-dire qu'ils prenaient ça avec un peu d'humour, avec un peu d'ironie. Je crois qu'il y a une partie de ma famille maternelle qui était un petit peu surprise que ma maman ait choisi des gens aussi traditionnels pour faire sa vie. Faire référence à la culture juive aujourd'hui, comme vous le faites dans votre album, notamment le numéro 6 là, du Chat du Rabbin qui sort, dans Comment tu parles de ton père, cette autobiographie chez Albin Michel. Est-ce que faire référence à la culture juive, c'est plus difficile aujourd'hui en France en 2016 ? Les choses deviennent compliquées. Je suis en train d'écrire le prochain Chat du Rabbin, et à chaque blague qui me vient à l'esprit, le 7e donc. Voilà, et chaque blague que j'écris, je me dis voilà, cette blague-là va pas passer, parce que les gens se referment sur eux-mêmes. Moi, pourquoi je parle beaucoup de culture juive ou de culture musulmane ou de culture chrétienne? Parce que les communautés me terrifient. L'avantage des cultures, c'est que ça peut s'additionner. On peut être de culture juive et de culture musulmane et de culture chrétienne, parce qu'on a étudié tout ça. Maintenant, s'imaginer qu'on est le seul dépositaire d'une foi, s'imaginer qu'on doit faire comme les équipes de foot, se bagarrer contre les autres, c'est la fin de l'espace public. Donc on peut pas avancer si on continue comme ça. Mon point de vue, et vous avez très bien dit culture juive, ça me plaît beaucoup, mon point de vue, c'est qu'il faut arrêter de confier ça à des chefs religieux. Ils ont une fonction, ils font les prières, ils font les je sais pas quoi, mais quand il est question de relations entre les hommes, j'aime mieux qu'il y ait des intellectuels, j'aime mieux qu'il y ait des romanciers, j'aime mieux qu'il y ait des peintres. Donc c'est vrai, le judaïsme, c'est une culture qui est compliquée. C'est intéressant d'en être dépositaire, je ne sais pas, mais un petit peu héritier, et d'essayer de le partager, non pas comme une identité, mais comme un savoir. J'aime bien l'idée qu'il y a un savoir derrière ça. Comment le dessin, en fait, il est arrivé dans votre vie, puisque par atavisme, non, j'imagine, puisque vos parents n'étaient pas du tout dans ce milieu, votre père était pianiste, évidemment, c'était un artiste, mais de là à passer au dessin. Alors, mon père dessinait très mal, à tel point que je croyais qu'il se fichait de moi. Je lui disais, fais-moi un dessin, et c'était tellement moche que je me mettais à pleurer, je croyais qu'il se moquait de moi. Donc un psychanalyste dirait que je suis allé dans l'espace qu'il n'occupait pas. L'autre explication, plus pragmatique, c'est que mon grand-père maternel m'achetait plein de bandes dessinées, Conan le Barbare, et puis des choses de Dracula, Frankenstein et tout, et je copiais. Je copiais ça, ça me rendait heureux. Peut-être c'est des bons souvenirs avec mon grand-père. Il était très intello. Il me faisait lire l'Iliade et l'Odyssée. Il les prenait en grec. Alors il voulait m'apprendre le grec. Il les prenait en anglais, machin. Ça marchait pas. J'apprenais. Et parfois il y avait droit à Conan le Barbare ou les 4 Fantastiques ou Superman. Et moi j'ai toujours mélangé la haute et la basse culture. Les livres étaient source de jouissance de tous ordres. J'aimais les idées, mais j'aimais aussi dessiner les gros muscles de Superman. Ça me plaisait bien. Même ogre, vous êtes un ogre, un monstre, c'est la révélation d'Alexandre Dragarde sur ce portrait de Johann Sfar. Même un chaton ne croirait pas ces imbécilités. Et pourtant, si, c'est bien un ogre que nous recevons ce matin, et c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui dévorez, croquez d'un trait bien acéré, sans aucune sensation de satiété, 150 BD, 3 films au ciné, des dessins animés, Homme à monstre, et monstrueusement génial.
vous êtes drôlement entouré. Golem, vampire, fantôme, vous avez des tas de petits monstres remplis d'humanité à vos côtés. Le seul moment où vraiment on me fout la paix dans l'existence, c'est quand je suis avec mes monstres. Et ça vous réussit, car même au ciné, quand vous réalisez Gainsbourg et faites dialoguer le monstre sacré avec son propre monstre, vous décrochez 3 Césars d'un coup. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez là? Tu peux me dire tu. Je suis ta gueule. Alors bien sûr, on a tous un monstre caché ou refoulé pour s'identifier, mais vous êtes un drôle de monstre, vous, capable de parler de religion tout en étant athée. Qu'est-ce que tu lis, maître? Le Talmud. Et c'est intéressant? Ça explique comment être un bon juif. Et c'est un succès monstre, 6 tomes, 1 million d'exemplaires vendus pour le chat du rabbin qui remettent en question les préceptes du judaïsme. Autre particularité, être monstrueusement contemporain. Dans votre univers, on parle de désir, d'érotisme, vous dessinez les femmes nues et parlez de sexualité sans tabou. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui lisent des bandes dessinées aujourd'hui, et je crois qu'elles méritent mieux que les représentations stéréotypées qu'on a pu faire pendant des années dans ce médium-là. Un univers foisonnant où on parle aussi de science et de sorcellerie avec le professeur Bell, de philosophie avec Socrate, d'art avec Chagall et de moralité avec le petit vampire. Quand on est méchant, un jour, on est méchant pour toujours. J'aime bien dire que je donne des visages aux terreurs enfantines. Alors, en attendant de devenir un jour peut-être, à votre tour, un monstre sacré, savourez l'effet réalisé par vos BD, un effet monstre. Un monstre de travail aussi. Un monstre... Combien d'heures vous passez C'est très à doux. plancher? C'est très doux de dessiner et écrire. Je crois que c'est 7 à 8 heures par jour, mais c'est très agréable. La bande dessinée et le roman se répondent. Et c'est pas crevant ma vie en fait, hein. C'est assez paisible. Vous parliez de terreur enfantine. Vous avez des terreurs d'adultes aussi. Sont les mêmes ou pas? Oui, il faut changer les légendes qu'on se raconte. Quand on a eu la chance d'avoir recours à des personnages imaginaires, ils sont utiles pendant toute l'existence. Bien sûr que les terreurs changent, bien sûr qu'il n'y a rien de plus banal que de passer la quarantaine, que de vivre ces moments-là, que de se demander où on en est au niveau amoureux. Est-ce qu'on est un bon père? Où en êtes-vous? Là, ça va. Je suis très heureux. Ça cesse d'être intéressant à raconter. Parce Je que suis très heureux. effectivement, dans le livre, c'était le moment de la séparation avec la mère de vos enfants. Ce qui est formidable, c'est que les bouquins autobiographiques paraissent avec 2 ans de retard. Donc maintenant, je vais extrêmement bien et je porte beaucoup d'intérêt presque entomologique sur ce type qui allait mal il y a 2 ans. Donc vous allez écrire un nouveau livre autobiographique. Je sais pas, parce que quand on va très bien, on a envie de garder les choses pour soi. Le chat du rabbin, César, du meilleur film d'animation, c'était en 2012. Passer de la BD, comme vous le faites, au cinéma d'animation, ce sont 2 mondes à part? Ah oui, il y a un petit peu d'inconscience de ma part. On m'a toujours dit que je ne savais pas dessiner. Donc quand je suis arrivé faire du cinéma et qu'on m'a dit que je ne savais pas m'y prendre, ça m'allait. De même, je ne sais pas non plus comment on écrit un roman. En revanche, raconter des choses qui m'émeuvent, mettre avec un peu de sincérité des histoires même imaginaires, mais dont je me dis celles-là, ça vaut le coup de les partager. Alors voilà, j'essaye de faire ça. Et quand on m'offre de nouveaux jouets, je suis ravi Oui, mais vous d'y êtes aller. quand même assez audacieux, voire même un peu gonflé, lorsque vous réalisez Gainsbourg, La vie héroïque. Vous posez la question en fait à Charlotte Gainsbourg en lui demandant pourquoi vous n'interpréteriez pas le rôle de votre père. Et elle avait dit oui. Mais oui. Elle avait dit Et oui. pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce qu'au bout d'un moment, ça l'a rendue folle. Elle a travaillé pendant de longs mois et un jour, elle m'a dit « ton projet est en train de me rendre folle ». Mais il y a eu cette très belle conversation qu'elle m'a racontée. Elle a appelé Jane Birkin et elle a dit « maman, il va y avoir un film sur papa, je vais jouer dedans ». Et Jane lui a dit « et tu vas jouer mon rôle ?» Et elle a répondu « non, je vais jouer papa ». En fait, ça a été un très bon acteur, qui a reçu d'ailleurs un César aussi, Eric. El Mostino, qui est, Ouais. qui est un immense acteur de théâtre et qui a éclaté au cinéma grâce à ce film. C'est ça. Et il est bon dans tout. Où qu'on le mette, il est extraordinaire. Il jouait même pour les techniciens, même quand on arrêtait la caméra, il jouait encore. Mais comment on s'improvise réalisateur? Moi, je raconte des histoires. Je raconte des histoires, je les dessine, je vais les Il raconter. faut diriger des acteurs. Oui, un personnage de bande dessinée aussi, il faut le diriger. Donc finalement, c'est Ah, simple. c'est de la patte humaine. Non, il faut être spectateur. Il faut dire, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Et moi, je manipule pas les comédiens. J'ai besoin qu'ils comprennent ce qu'on essaye de faire. Et on se comprend, on se rend compte quand ça marche ou quand ça marche pas. Après, on regarde ensemble. Après, je trouve qu'il n'y a rien de plus proche de la bande dessinée que le cinéma. Quels sont vos modèles en BD? Souvent, on se pose la question. En bande dessinée, Hugo Pratt a été très important pour moi parce qu'il y a de l'épique, il y a du vrai monde, il y a de l'imaginaire, il y a du romantisme. Romain Gary, sans doute, pour les romans. Peut-être en cinéma, j'aime Fellini. Enfin, c'est des gens qui ont beaucoup en commun. Ils ont en commun l'imagination, le côté un peu dévorant et une enfance omniprésente. Des types qu'on va trouver très bonhommes, très virils. Et il suffit de creuser un petit peu pour trouver un petit garçon. Ça me touche beaucoup. La tendresse. Oui, je crois.
Est-ce que vous irez voir l'exposition au Grand Palais consacrée à Hergé? Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. On n'a pas à dire j'aime ou j'aime pas Hergé. Hergé, c'est l'homme qui a inventé la bande dessinée moderne. Il a inventé une grammaire, il a inventé une narration. Il a été malheureusement le symbole des erreurs politiques de son époque. Mais après tout, c'est sincère. Hergé nous montre ce que les gens des années 20-30 avaient dans la tête. Oui, aujourd'hui, il est très contesté. Vous comprenez ça? Non, c'est absurde. C'est complètement absurde de venir reprocher à un homme des années 30 ses opinions politiques. À l'époque, tout le monde pensait comme lui. En revanche, comme dessinateur, comme narrateur, comme humoriste, parce que c'est écrit comme du Buster Keaton, Hergé, c'est assez indépassable. Je hais Tintin, disait-il à la fin de sa vie. Vous comprenez ça? Moi, je pense l'inverse. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se faire bouffer par ces personnages. Si un jour je mourrais, j'aimerais beaucoup que mes personnages survivent. J'aimerais beaucoup qu'on reprenne mes personnages après. Je crois que dans le cas d'Hergé, il y avait une envie de dissimulation qu'on voit aussi dans son dessin. Donc il est vrai que sa propre vie a été oblitérée par ces personnages. Il a été, à la différence de vous, terrorisé par le sexe. Je ne connais pas la sexualité d'Hergé. Et peut-être suis-je aussi terrorisé dans d'autres aspects. Dans Tintin, il y a très très peu de scènes d'amour. Mais parce que c'était interdit. J'avais parlé avec Yvan Delporte qui écrivait les Schtroumpfs, qui me disait mais nous on mettait pas de sentiments et on mettait pas de personnages féminins parce que c'était interdit. C'était des publications qui étaient ordonnées par les scouts belges ou par des organisations un peu d'extrême droite ou quoi. On n'avait pas le droit de représenter des femmes là-dedans. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Ouais. Au Beaux-Arts, vous avez étudié la morphologie. Qu'est-ce que ça apporte ? La morphologie, c'est comme l'anatomie, mais c'est vivant. C'est-à-dire qu'un être humain, une chaise, un animal, une plante, on va voir ce qu'il y a en commun. Et ça apprend à regarder avec plus d'appétit les gens dans la rue, à les dessiner même quand on n'a pas de crayon en main. Et je crois qu'il y a une petite forme de pensée derrière ça. Il y a quelque chose d'un petit peu concret. C'est très agréable quand on voit quelqu'un de se dire « je suis en train de dessiner cette personne mentalement ».